Salut tout le monde, c'est Daphné. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les livres du mois de mai/juin, début juillet. J'ai recommencé à lire fin mai avec UC Adler-Hudson avec son livre Miséricorde. Vous allez comprendre aussi pourquoi que ça a pris autant de temps pour lire 3 livres, parce que j'ai une moyenne de 2,3 étoiles. J'ai un livre que j'ai évalué 1 étoile, un livre que j'ai évalué 2 étoiles et un livre que j'ai évalué 4 étoiles. Donc je vais vous lire le 4e de couverture. Pourquoi Méréthée Lingard croupit-elle dans une cage depuis des années? Pour quelle raison ses bourreaux s'acharnent-ils sur la jeune femme? 5 ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encre. Mais faute d'indices, la police avait classé l'affaire, jusqu'à l'intervention des improbables Karl Mork et Hafez El-Assad du département 5, un flic sur la touche et son assistant d'origine syrienne. Pour eux, pas de cold case. Couronné par les prix scandinaves les plus prestigieux, le trailer de UC Adler-Hudson, première enquête de l'inspecteur Mork, est un véritable phénomène d'édition mondiale. Il y a même l'avis de Marianne Payot de l'Express. Les raisons d'un fol engouement, 2 personnages sympathiques et attachants et une histoire à l'efficacité démoniaque, qui aurait gagné les prix du meilleur polar scandinave et prix des lecteurs policiers de livres de poche. Je suppose que c'est en 2007, étant donné qu'il n'y a pas de date sur la 4e de couverture. J'essaie de ne pas dire si un livre est bon ou non, parce qu'on s'entend que c'est quand même subjectif, c'est une opinion, puis je ne suis qu'une lectrice ordinaire, mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout, c'est vraiment pas bon. C'est le livre que j'ai mis 1 étoile. J'ai détesté ma lecture tout le long. Karl Mork n'est pas sympathique du tout. Hafez El-Assad, j'ai même pas eu le temps de savoir s'il était si sympathique que ça, parce que j'ai abandonné le livre à la page 88. Ça m'a pris 4 semaines, si c'est pas 5 semaines, pour me rendre à la page 88. Tellement que j'ai détesté le livre. C'est rempli de clichés qu'on a déjà vus, de stéréotypes dépassés. Je trouve que le livre est misogyne. Même ce qui m'a fait décrocher, c'est un commentaire raciste. Je vais sûrement faire une vidéo pour vraiment ventiler en bon français un bon rant review. Le style est plat, mais plat. Il y a même un cliché qui laisse sous-entendre que de devenir paralysé des jambes, c'est tellement terrible que ça vaut la peine de penser au suicide. Trigger warning, désolé. J'aurais dû mentionner un trigger warning avant que oui. Il y a un personnage qui a un accident puis qui devient paralysé et qui demande au personnage principal à plusieurs reprises dans les 88 pages de l'aider à mettre fin à ses jours. Trouver que le personnage de Karl Mork est dégueulasse. Bref, je vais donner mon avis plus en détail, mais 1 étoile, je ne le recommande pas du tout de lire. Vous pouvez toujours vous essayer, vous faire votre propre opinion, mais je recommande de l'emprunter à la bibliothèque comme j'ai fait. Ne dépensez pas votre argent là-dessus. Empruntez-le. Puis si vous l'aimez, tant mieux pour vous. Mais je trouve qu'en 2022, il y a tellement de beaux livres qui promouvoient des belles valeurs avec des belles morales que votre temps que vous utilisez pour les bons livres plutôt que ce livre-là. Donc, next! J'avais pris Miséricorde parce que j'avais le goût de lire un livre dans le style Millennium, mais comme je l'ai déjà lu au moins 2 fois dans le passé, j'avais envie, tu sais,
d'élargir mes horizons sur les thrillers scandinaves. Puis finalement, avec la déception que j'ai eue avec Miséricorde, je me suis dit, ben, tant qu'à vous vouloir lire un livre dans le genre de Millennium, pourquoi pas aussi bien lire Millennium? Donc, j'ai lu après ça Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. Salut tout le monde, c'est Daphné du futur. Donc, en faisant le montage de la vidéo, j'ai réalisé que j'ai oublié de dire les trigger warnings pour les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Donc, bien sûr, trigger warning, ça parle de violence sexuelle, de viol, de torture, psychologique, physique. Donc, c'est sûr que c'est des sujets sensibles pour vous, même si c'est le livre que j'ai mis la plus haute note de ce mois-ci. Votre santé mentale est bien sûr beaucoup plus importante. Je vais mettre un indicateur pour que vous sautiez au prochain. Puis, on va retourner maintenant à Daphné du passé. Salut, salut! Je vais vous lire le 4e de couverture. Ancien rédacteur de Millennium, revue d'investigation sociale et économique, Michael Blumvik est contacté par un gros industriel pour relancer une enquête abandonnée depuis 40 ans. Dans le huis clos d'une île, la petite nièce de Henrik Wagner a disparu, probablement assassinée. Et quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler à chacun de ses anniversaires. Secondée par Lisbeth Salander, une jeune femme rebelle et perturbée, placée sous contrôle social mais fouineuse hors pair. Michael Blumvik, cassé par un procès en diffamation qu'il vient de perdre, se plonge sans espoir dans les documents 100 fois examinés, jusqu'au jour où une édition lui fait reprendre un dossier. Ouf, il y en a des virgules dans cette phrase-là. Régulièrement bousculé par de nouvelles informations suivant les méandres des haines familiales et des scandales financiers, lancé bientôt dans le monde des tueurs psychopathes, le journaliste tenace et les recherchistes vont résoudre l'affaire des fleurs séchées et découvrir ce qu'il faudrait peut-être taire. Stieg Larsson est né en 1954, journaliste auquel on doit des essais sur l'économie des reportages de guerre en Afrique, était le rédacteur en chef d'Expo, revue suédoise observatoire des manifestations ordinaires du fascisme. Il est décédé brutalement en 2004 d'une crise cardiaque juste après avoir remis à son éditeur les protons de la trilogie Millennium. Puis une chance qu'il l'a remis à son éditeur parce que 4 étoiles. Facilement. C'est un livre que l'enquête se laisse découvrir peu à peu. Puis, ce qui vient avec ce livre-là, c'est que Stieg Larsson n'est pas tombé dans le piège d'essayer de recréer un Agatha Christie. Il a décidé que, comme le personnage est journaliste et non détective, quand il découvre des nouveaux éléments de l'enquête, on découvre en même temps que lui. On décortique l'enquête avec Michael Blumvik. Lisbeth Salander, elle a un petit peu plus de mystère, donc elle a plus tendance à nous découvrir des aspects plus à la fin, mais c'est vraiment, on découvre les éléments de l'histoire en même temps que Michael Blumvik. Qui fait en sorte que c'est un livre qu'on peut relire facilement, même si on sait comment il finit. Le livre est tellement bien écrit. Beau travail de traduction pour Lena Grumbach et Marc Gouvenet. Les personnages sont attachants. Le livre fait vraiment une bonne balance entre décrire suffisamment pour qu'on comprenne le contexte, qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Puis quand il décrit, en général, c'est décrit par un personnage à un autre personnage qui ne peut pas savoir. Justement, une des façons que l'auteur a de décrire comment Michael Blumvik est un journaliste à l'éthique extraordinaire, que c'est vraiment un journaliste minutieux. Ils vont décrire comment le journal en a pris un coup à ses réputations. En décrivant la réputation du journal Millennium, on peut déduire la réputation et l'éthique de travail de Michael Blumvik. Mais justement, sachant que Millennium en général arrive avec des références solides, avec des preuves solides de ce qui avance, il y a un mystère autour de qu'est-ce qui a pu causer le fait que Michael Blumvik ait pu sortir un article avec des preuves aussi peu solides qui a justifié qu'il perde un procès en diffamation et qu'il ne se batte même pas contre le verdict. Mais quand il va expliquer qu'est-ce qui est arrivé, il va l'expliquer à Lisbeth qui n'est pas au courant du tout de ce qui s'est passé. Donc c'est logique, ça fait en sorte que le lecteur, nous, peuvent apprendre en même temps que Lisbeth. Les personnages sont attachants, chaque personnage sont vraiment bien construits.
on sent qu'ils ont plusieurs dimensions. Par exemple, la relation particulière entre Erika puis Michael. Comment ça se fait qu'ils sont si proches? Comment ça se fait que leur relation soit si tenace? Pourquoi est-ce que Michael s'est divorcé avec sa femme? Puis ce qui est bien aussi, c'est que c'est un des rares livres où on a un cas de divorce, mais le divorce est à l'amiable. Il parle encore à sa femme, il s'entend bien avec le nouveau mari de sa femme. Sa fille s'entend bien avec son beau-père, a une bonne relation avec les deux parents. Puis justement, on peut déduire que Michael Blumdick est un workaholic qui travaille tellement énormément pour le journal qu'on peut en déduire que c'est une des raisons, même si c'est jamais explicitement dit, c'est mon hypothèse, pourquoi il a négligé sa relation avec sa fille. Dans la façon dont les défauts sont amenés, en général, en tout cas pour Michael Blumdick, puis même Lisbeth, c'est eux-mêmes qui amènent leurs défauts. Par exemple, c'est Michael lui-même qui dit qu'il n'est pas un bon père. C'est pas un narrateur semi-omniscient ou omniscient qui le décrit. Comme c'est Michael qui le dit, ça fait en sorte, c'est comme si on avait un dialogue avec lui et on peut s'attacher. Alors que quand c'est un narrateur qui n'est pas un personnage de l'histoire, ça fait en sorte qu'on se fait donner l'information, ça nous reste dans le côté rationnel, on ne peut pas vraiment s'attacher au personnage. Bref, c'est un livre qui est vraiment bien écrit. Je trouve que l'intrigue est très bien ficelée. Si j'avais juste un bémol à faire, j'ai l'impression que le livre a parti de la mode du stéréotype de je ne suis pas comme les autres filles, I'm not like other girls, avec Lisbeth Salander qui est décrite tout le long du livre. Elle-même, elle s'est décrite comme étant différente. Mais à l'inverse du stéréotype I'm not like other girls, souvent des personnes qui collent à ce stéréotype-là de nos jours, ça va être des personnes qui vont essayer de nous convaincre qu'ils sont tellement différents des autres, mais si on creuse un peu sous la surface, on se rend compte que c'est des filles, c'est des ados, c'est des femmes, comme n'importe quelle autre femme, qui sont pas si différentes des other girls. Lisbeth n'a pas besoin de convaincre qu'elle est différente. Elle est différente, puis elle s'accepte comme elle est. Même si elle est consciente que c'est plus difficile pour elle d'avoir des relations, même s'il y a certains aspects qu'elle aimerait ça que ça soit différent, mais c'est pas trop poussé, c'est pas trop prenant, c'est extrêmement mineur les moments où elle se questionne, est-ce qu'elle voudrait être différente. Moi, tout ce que je ressens majoritairement du livre, c'est qu'elle s'accepte comme elle est, elle reconnaît qu'elle est différente. Effectivement, elle a des circonstances qui font qu'elle est différente. Moi, je trouve que la décrire comme étant une écorchée vive, ça diminue un peu son personnage parce que effectivement, on le sent qu'elle en a mangé des claques dans la vie, puis que la vie l'a écorchée, mais elle n'est pas une victime, puis elle ne reste pas dans son rôle de victime. Bref, excellent livre, je le recommande fortement. Allez vous chercher. Puis on termine avec livre québécois, Quel d'or, la succession de Bruno Mercil. Je vous lis le 4e de couverture. En ce jour de l'an de grâce 567 de la 7e ère, Darius, roi légitime de Keldor, tire sa révérence après un règne long et prospère. Tandis que le banquet du couronnement de l'un de ses deux fils est sur le point de commencer. Une menace grandissante se masse aux confins du royaume. Les Drents, jadis tenus à distance dans les cavaliers de la garde royale, descendent des montagnes à l'est et forcent la ville de Tian à sonner l'alarme. Au moment de céduler sa couronne, Wait a minute! céduler sa couronne. Au moment de céder sa couronne, Darius monte sur le podium pour saluer ses fidèles sujets lorsqu'un vieil homme sort des coulisses promptement et s'effondre à ses pieds. Le ciel s'obscurcit, laissant présager que le changement de garde amènera son lot d'ennuis sur le royaume. Je lui ai mis 2 étoiles. Je sais pas si c'est l'auteur qui a écrit 4e de couverture, mais déjà de un, quand on lit 4e de couverture, on aurait l'impression que c'est un vieux mystérieux qui arrive, inconnu du roi, puis qu'il va lui dire genre une prophétie, une malédiction, bref. C'est le magicien du royaume. Donc déjà de un,
enlève un peu au mystère. De deux, je me suis rendue à la page 204, je crois. Ouais, 204, puis j'ai pas vraiment senti que c'était Tian qui sonnait l'alarme. L'univers est pas crédible. Déjà, de un, avoir un royaume avec autant de succès, avec juste 4 villages. Moi, je m'attends à, quand je lis un livre, surtout de fantasy, d'avoir un univers un peu plus développé que juste 4 villages. Aussi, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans un univers où il n'y a tellement pas de danger que les citoyens peuvent se promener de ville en ville sans avoir à se tracasser, d'avoir des moyens de défense, mais d'avoir des soldats tellement valeureux qui ont tellement participé dans le combat puis qui ont tellement vaincu les adversaires avec brio. Mais comment on peut avoir un univers paisible où il n'y a pas de combat puis d'avoir des soldats qui ont tellement pratiqué le combat, qui sont devenus excellents dans le même univers? Et c'est pas des combats d'entraînement, là. Ils sont combattus les ennemis et les Drent, que ça c'est un genre parler plus tard. Il n'y a pas d'univers parfait. Tu peux pas créer un univers où tout va bien sans qu'il arrive malheureusement un malheur. C'est pas crédible d'avoir un univers parfait parce que l'être humain n'est pas parfait. Puis même les elfes qui sont supposés, mettons dans le stéréotype des elfes, il n'y en a pas en tout cas jusqu'à maintenant le livre, mais c'est comme ça on pense à une société utopique là, maintenant la fantaisie. C'est justement un défaut, c'est le fait qu'ils sont immortels et donc leur société stagne et c'est difficile de s'adapter au changement dans le temps. J'y crois pas que l'univers va si bien. Puis, même méchant, son histoire est pas crédible. D'avoir un méchant qui rase tout, puis qui réussit à avoir un pays qui survit encore des siècles et des siècles. Si au moins on entendait qu'il survivait au pillage, puis qu'une bordure du pays s'était construite pour être capable de résister aux affronts barbares, aux affronts pilleurs, puis là, peu importe. Là, les soldats avaient combattu, ça serait déjà un peu plus crédible. Les héros ont suivi le prince et ses soldats. Ils ont tous des noms différents, mais on va l'appeler prince générique numéro 1 et soldat numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ils parlent tous de la même manière, ils parlent tous comme des robots. Le prince n'a pas de défaut, il est grand, il est fort, il est bon, il est capable de vaincre les reines qui sont des êtres qui ressemblent au stéréotype loup-garou sous la forme loup, là. Un loup debout sur deux pattes avec des pattes en avant et ses griffes qui sont supposés être super forts. C'est un exploit. Bref, le personnage du prince n'est pas crédible. Les soldats sont tellement générés qu'ils ont toutes les mêmes descriptions. Ok, pas les mêmes descriptions physiques, mais en termes de personnalité, ils sont tous pareils. Il n'y a rien qui les fait vraiment ressortir un par rapport à un autre. Ils combattent tous quasiment de la même manière. Pour moi, j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui faisait en sorte que je m'attachais et qui faisait ressortir un personnage plus qu'un autre. C'est correct que les deux princes s'entendent bien, mais c'est juste que tout est trop beau. Les princes s'entendent bien. Et il y en a un qui est fort et qui est bon pour le combat, l'autre est un magicien intelligent. Oh non, il y a un personnage qui a un défaut. Le roi, il est gourmand. On s'en fout-tu qu'il soit gourmand? Ça n'a aucun impact sur l'histoire, ça ne rajoute rien à son personnage. Et ça fait juste en sorte que le roi est, à mon avis, pathétique. Je suis vraiment désolée, c'est dur, mais j'ai vraiment pas accroché. Vraiment. Le roi, il est prestigieux comme à quel point comment il est décrit dans le livre. S'il avait été décrit comme un roi pathétique, peut-être, non pas que la gourmandise soit pathétique, mais il y aurait une façon de faire en sorte que ce soit un roi grandiose, mais gourmand, mais c'est pas comment c'est décrit. Pas comment c'est décrit. Ah, puis aussi, il y a une scène, c'est au début. Je pourrais être peut-être mineur, là, mais c'est vraiment décrit dans le premier chapitre. Le roi a perdu sa femme, puis là, c'est un moment qui est quand même
important dans sa vie. Il va céder sa couronne à un de ses garçons. C'est un moment qui vient me toucher, qui est émouvant, qui aurait voulu que sa femme soit là. T'sais, au lieu de décrire, par exemple, et puis ça c'est à la va-vite, là, de décrire, par exemple, le roi est en train de se préparer, comme devant son bureau, devant son miroir, puis là, il tourne la tête pour regarder sa femme, puis il baisse la tête pour un moment de silence, puis sourire, puis il dit « Comme j'aurais aimé ça que tu sois là avec moi en ce moment. » Puis là, il se relève. Non, comment le roi il est décrit, c'est dans la même phrase ou presque, que le roi est toujours de bonne humeur, mais il n'a pas encore totalement fait son deuil de sa femme. Donc, un moment qui se posait sérieux, touchant, moi, comment je l'imaginais, c'est « Ah, c'est une bonne journée, je m'en vais donner ma couronne à un de mes garçons. Oh, ma femme! Oh, ma femme! J'aurais aimé ça que tu sois là, ma femme! Oh, mais c'est une bonne journée! C'est une bonne journée aujourd'hui! Ma femme! » Et puis, il y a des accents qui contredisent un peu. L'auteur dit que le roi est humble, terre à terre. Dans la même phrase, il dit qu'il n'est pas manipulatif. Après ça, il fait une action qui démontre la gravité. Aussi, au niveau des combats, c'est comme si l'auteur avait tellement peur qu'on ne croit pas que ses personnages soient valeureux qu'il oublie notre attention dans ses combats. C'est ça qui fait en sorte qu'un combat, on a le goût de lire, on a le goût de passer au travers, c'est d'avoir l'attention, d'avoir le moment de doute. Est-ce que le personnage va survivre ou non? Même si on a un doute que le héros ne mourra pas parce que, tu sais, c'est tombe 1. Mais quand même, il faut quand même avoir un peu de tension, il faut quand même qu'on sente qu'il y a un risque que le prince se fasse blesser. Mais à chaque combat, c'est écrit « Oh non, le personnage est mis à terre. » Mais heureusement qu'il savait comment faire une esquive. Ou heureusement, il avait déjà combattu des drentes. Ou heureusement, c'est un bon escrimeur et il est capable de... En sorte que, du moment où on commence à avoir un peu de tension, un peu de doute, est-ce qu'un personnage va s'embriser? Pouf, on désavance. Je fais en sorte que quand il arrive quelque chose à un personnage détesté, il est trop tard. On a déjà perdu l'attachement au personnage. On a plutôt l'impression de lire une histoire qui se passe devant nous au lieu de la vivre avec les personnages. Puis pour moi, c'est important de pouvoir vivre l'histoire avec les personnages pour apprécier. On additionne plus un problème, plus un autre problème, plus un autre problème, ça fait en sorte que, par exemple, pour moi, j'ai jamais accroché dans l'histoire. Il y a trop de défauts pour moi qui sont impardonnables si on veut pouvoir créer une histoire, surtout de la heroic fantasy, dans laquelle il faut qu'on s'imprègne, où on sent que tout est grandiose. Moi, je sens pas que l'histoire est grandiose, j'ai juste l'impression que tout est banal, parce que pourquoi est-ce qu'on se préoccuperait d'un traître? Oui, il va tuer le garde généré du village. Bon, on sait que les héros vont le battre sans difficulté. Pourquoi on se préoccupe? C'est ça le point. Pourquoi on se préoccupe? Ça n'a pas marché pour moi. Ça n'a vraiment pas marché. Vous pouvez quand même l'essayer. Moi, je vous recommande plutôt quand même encore de l'emprunter à la bibliothèque. Si vous avez un doute à savoir est-ce que vous allez l'aimer ou non pour découvrir le livre. Puis si jamais vous l'aimez et vous l'adorez, tant mieux pour vous. Achetez-le. Tous les goûts sont dans la nature. C'est juste que le livre n'a pas accroché pour moi. Ce qui a fait en sorte que je l'ai abandonné à la page 204 parce que non pas que le livre me frustrait comme Miséricorde, mais je commençais à me fâcher, à commencer à perdre un peu le goût de la lecture parce que je me disais pourquoi je me force à lire un livre parce que j'ai déboursé de l'argent. Pourquoi je me force à lire un livre? Clairement, je n'aime pas au lieu de lire des livres que j'aurais. Donc, c'est pour ça que j'ai fini par l'abandonner. Je vais peut-être le reprendre un jour, je ne sais pas, mais pour le moment, moi, ça m'a vraiment pas touché. Donc, si on allait par ordre de recommandation, on s'entend qu'on n'inclut pas Miss
Miséricorde dans ma liste parce que... Hein? Donc, c'est sûr que si j'avais un livre à recommander, ça serait bien sûr Les hommes qui n'aiment pas les femmes de Stieg Larsson. On se trompe pas avec un classique. Il y a une raison pourquoi il y a eu un si grand succès, pourquoi la trilogie a été adaptée au complet en film, et même que le premier livre a eu 2 adaptations, une suédoise si je ne me trompe pas, puis une américaine. Ne laissez-vous pas intimider par le titre du livre, ça se lit facilement. Moi je l'ai lu en 2 jours, je l'ai dévoré, ça se lit comme un bonbon. Lisez celui-ci. Puis, si vous aimez la fantasy, le heroic fantasy, vous pouvez l'essayer, mais comme je vous dis, moi je vous recommande plus de l'emprunter plutôt que de débourser. Probablement que vous risquez de mieux apprécier l'histoire parce que un des points qui m'a déçu, c'est le montant que j'ai payé le livre pour me retrouver avec une histoire si banale, à mon avis. Mais de toute façon, hein, qu'est-ce que vaut mon avis, hein? Je suis juste une autrice ordinaire, donc... on va se revoir bientôt pour mon rant sur Miséricorde. À la prochaine. Ciao, ciao! Faudrait peut-être que j'essaye de lire Les Chevaliers d'Émeraude.